Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, une gueule, une voix et le plus algérien des franco-marocains, acteur dans plus de 70 films au cinéma, comédien grandiose dans Le Grand Pardon, 37 le matin, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre ou encore dans Le Cœur des Hommes numéro 2. Vous l'avez vu récemment à la télévision, sur Netflix, dans Family Business, dans L'Olkiri sur Amazon Prime ou encore dans Le Flambeau de Jonathan Cohen sur Canal+. Vous l'avez compris, Gérard Darmon a le vent en poupe plus que jamais et on le retrouve dans sa 25e pièce de théâtre, une situation délicate au théâtre Édouard VII. L'occasion de le découvrir aujourd'hui en direct sur radioj.fr, sur notre Facebook Live et bien sûr sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Gérard Darmon. Bonjour. C'est un bonheur de vous avoir en face de moi. Merci d'être mon invité aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Mais c'est un plaisir pour parler de votre actualité, bien sûr, mais pour parler aussi de qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi dans cette émission. D'accord. Et tout d'abord, Gérard Darmon, un grand merci. Parce que vous faites partie de ces hommes courageux, de conviction, de décision, je crois. Et je crois qu'à l'heure où l'on tremble un peu pour chaque prise de parole non policée, où l'on prône le politiquement correct, votre parole fait du bien. On vous l'a dit ? On me le dit, oui, on me le dit, et ça ne me surprend pas, ça me fait plaisir aussi. On me le dit, mais enfin, j'en tire pas gloriole non plus. Moi, je parle comme... J'ai la chance d'être dans une tranche d'âge maintenant où je suis en roue libre, on va dire, à ce niveau-là. Donc j'ai pas à me soucier. Je me soucie de beaucoup de choses, mais en tout cas, de dire ce que je pense, c'est un devoir. C'est un devoir et c'est beau d'entendre que pour vous c'est un devoir, c'est un droit aussi, mais vos prises de position ont fait beaucoup de bien parce qu'elles ont rassuré d'une part la communauté juive qui en avait besoin et d'autre part parce que vous êtes ce côté un peu grande gueule que beaucoup de gens aiment. Vous avez pris plusieurs prises de position, d'une part pour Gilbert Collard quand vous parliez de plusieurs choses que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec lui ni avec qui il était. Vous n'avez pas hésité à remettre en cause aussi le retournement d'opinion de Franck Dubosc au sujet des Gilets jaunes, qui est pourtant votre ami. Face à Edoui Plenel, vous l'avez nommé le père Fouettard de la politique et des rapports humains, et vous n'avez pas eu peur de le dire en face. Et dernièrement, à la suite du décès de Jean-Luc Godard, c'était le 13 septembre dernier, vous l'avez critiqué, ou pas, on peut pas dire critiqué dans l'émission, c'est à vous, mais vous avez dit ce que vous pensiez, et c'est important de le rappeler. Vous vouliez dire un mot sur Jean-Luc Godard, Gérard Darmon ? Non, pas spécialement, et j'ai peur d'être un peu à contre-courant en parlant de ce monsieur qui est le cinéaste qu'il était. Moi c'était pas ma tasse de thé, mais c'est surtout l'homme qu'il était, qui n'a pas été très bienveillant pour ma communauté, pour les Juifs en général et pour Israël en particulier. Et je trouve que les propos qu'il a tenus étaient absolument inadmissibles. C'était de l'antisémitisme, c'était du négationnisme, c'était du révisionnisme. Et je pense que j'ai été plus touché par la disparition de la reine Elisabeth que par Jean-Luc Godard, pardonnez-moi. Mais je ne peux pas admirer quelqu'un qui hait à ce point-là les Juifs. C'est pas possible. Gérard Darmon, vous avez dit tout haut ce que la communauté pensait tout bas. Tant mieux. Ce n'est pas la première fois que vous prenez la parole pour défendre votre communauté, comme vous dites. Mais encore une fois là, c'était important de ne pas laisser passer. Oh oui, je peux pas, si elle me demande mon avis sur Godard, je peux pas dire quel grand cinéaste, c'est le cinéma français perd un génie, d'autant que je ne le pense pas. Donc, non, je ne peux pas penser à Godard sans penser à son antisémitisme, c'est impossible. Ou alors, ce sont mes valeurs. Et il faut dire, Gérard Darmon, que l'antisémitisme, vous connaissez bien. Je connais bien, je connais comme tout juif qui se respecte, je vais dire oui, je connais parce que je suis né ici, mais vous savez, moi je suis de ceux qui disent que, évidemment qu'il y a des antisémites en France, bien sûr, mais que la France n'est pas un pays vraiment antisémite et n'est pas un pays raciste, parce que
Si vous ouvrez un peu les yeux, les gens, les personnalités qui sont en tête des sondages, même si ces sondages-là, on peut en parler, parfois ça paraît un peu bidon et ça n'a aucune conséquence, mais vous voyez, on met Noah, on a mis Goldman, on a mis des gens comme ça, les présentateurs de télé qui sont... Il y a Nagui, il y a Arthur, il y a Hanouna. Bon, après, on en pense qu'on veut. Mais dans un pays qui est vraiment antisémite, en Hongrie, il n'y a pas ça. Hein. C'est pas comme ça. Donc, voilà. Mais on nous le reproche aussi, Gérard Darmon. On dit souvent les têtes d'affiche, ce sont toujours les mêmes, ce sont toujours les juifs, ce sont toujours eux dans les médias, un peu partout. C'est inexact, il suffit de regarder un peu ce qui se passe là en ce moment, c'est pas vrai. Pardon, mais enfin, toute la communauté, que ce soit les Algériens, Marocains, Tunisiens, de tout le Maghreb, je pense qu'ils ont quand même le droit de citer sur beaucoup de choses, les films, les séries, les pièces de théâtre, les bouquins, tout ça. Bon, il y a beaucoup à faire encore, hein, mais ça va, ils sont pas en reste, quoi. Vous savez, moi, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais il y a de la place pour tout le monde, d'autant que lorsqu'on veut nous opposer comme ça, parce que évidemment, ça fait partie du jeu, puis ça fait les choux gras. Mais enfin, il y a d'un côté, on va dire, une communauté, pour parler grossièrement comme ça, de 6 ou 7 millions d'âmes, de personnes, et puis de l'autre, il y a à peine 400 000 juifs en France. Donc voilà, tout est dit, non, on n'est pas bien nombreux, en effet. On va pas épiloguer. Gérard Darmon, si je vous pose toutes ces questions, c'est parce que dans le Judas de votre vie, j'ai pu un petit peu regarder votre livre, Le dictionnaire de ma vie, où vous parlez notamment de l'antisémitisme par la bagarre. Vous disiez que vous y répondiez de cette manière-là. Aujourd'hui, vos mots ont une portée qui sont des coups. Mais qu'avez-vous vécu petit ? Non, mais petit, vous savez, moi je suis un enfant ce qu'on appelait le baby boom, c'est-à-dire je suis né après la Deuxième Guerre mondiale. J'ai l'impression d'avoir 100 ans. Je suis pas loin d'ailleurs. Pas encore, non. Non, pas encore. Mais voilà, c'est-à-dire que moi je m'appelle Gérard Élie Darmon, mais Élie n'a jamais été vraiment dit et prononcé, articulé, parce qu'on me demandait on demandait simplement de s'assimiler, de rentrer dans le moule, de pas faire de vagues, de pas faire de bruit, de dire à mi-mot, si on pouvait ne pas le dire, qu'on était juif, c'était aussi bien. Donc toutes les bagarres de mômes que j'ai eues dans les cours de récré, c'était à cause de ça, de métèques, sale juif, enfin bon, je suis pas le seul, hein. Bon, après, en grandissant, ça s'est un peu amélioré, mais bon, pas tant que ça. Et puis après, quand on commence à être un peu connu, alors là, c'est d'autres choses, c'est un autre regard, et c'est pas mieux d'ailleurs, mais bon. Donc voilà, j'en ai souffert comme ça, mais il y a surtout les gens autour de moi qui en ont souffert beaucoup, et ça fait mal, quoi. Aujourd'hui, vous êtes très à l'aise avec ça, Gérard Darmon. Comment vous avez fait ce chemin ? Lequel ? De l'antisémitisme où on vous a embêté, enquiquiné, ou c'est peut-être même encore le cas aujourd'hui, comme vous avez l'air de l'évoquer ? Oui, mais parce qu'à cause des réseaux sociaux, c'était cette monstruosité, où les décérébrés là se lâchent tous. Bon, c'est pas grave, il faut pas en tenir compte, il faut le plus grand des mépris, c'est le mépris des grands, comme dit l'autre. Dans une interview à Entrevue, vous disiez la haine, il faut la pardonner, les haineux sont des gens malheureux. Vous maintenez ? Oui, bien sûr, je le maintiens. C'est ma seule petite lumière de pardon éventuel. Enfin, en tout cas, je suis sur le chemin de... Parce qu'il faut non pas leur tendre la main, parce que vraiment, franchement, mais oui, ce sont des gens malheureux. Ce sont des gens malheureux pour écrire ce qu'ils écrivent, pour faire ce qu'ils font, et d'ailleurs, moi, je suis un partisan farouche de la suppression de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense que ça calmerait beaucoup d'ardeur. En effet. Beaucoup de lâcheté. Tout à fait. Gérard Darmon, on va repartir un petit peu en arrière. Au début, toujours le début, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi. Gérard Darmon, vous l'avez dit, Gérard Élie Darmon, vous êtes né le 29 février 48, un jour qui n'existe que tous les 4 ans, finalement. Voilà, un jour qui n'existe pas. Un jour qui n'existe pas, et vous dites, vous avez tendance à dire, j'ai 17 ans et demi, on me le pardonne. J'en ai 18. Vous en avez 18 maintenant. Ouais. Vous êtes né à Paris, vous l'avez évoqué, et pas en Algérie, malgré ce que l'on pourrait penser. Votre père, Henri Messaoud Darmon, quitte Oran pour Paris. On est en 1937. Il devient représentant en vin, et la rencontre avec votre mère se fait
fait d'une manière pour le moins originale, que l'on pourrait comparer aujourd'hui à J-Swipe ou Tinder peut-être, mais qui en réalité est une histoire beaucoup plus tragique que le gros titre. Tragique, non, ils se sont rencontrés sur photo. Ma mère était en Algérie, était à Oran, elle était née à Iné-Larba, un petit village à côté d'Oran. Mon père était de Tiaret, et il est monté en 32 et pas en 37. Et quand il s'est agi de choisir une petite de chez nous, comme il disait à l'époque, il a eu ce tuyau là, pardon de ce mot. Donc ils se sont rencontrés à Oran, d'abord sur photo, et puis ensuite le rendez-vous a été pris. C'est un peu comme dans Le Parrain à la sicilienne, avec les familles de chaque côté. C'est vrai que ça se faisait beaucoup à oui, l'époque, bien sûr, ouais. Mais votre maman vit quelque chose d'assez difficile dans sa vie, ma mère qui à lui ce donne moment-là, la oui, résilience en quelque sorte. Ma mère à ce moment-là a 22 ans, elle vient de perdre sa maman, ma grand-mère, donc, qui a été atrocement brûlée comme ça, vive en préparant un petit déjeuner, et pour ne pas réveiller la maison, elle a essayé de s'éteindre toute seule, elle n'y est pas arrivée. Elle a souffert pendant 8 jours, il n'y avait pas toutes ces pommades, tous ces antibiotiques, tout ça, donc bon, bref, c'est intéressant. Ce qui fait que il y avait 4 sœurs et un frère. Ça tournait vinaigre parce que ma mère était inconsolable à ce point que le médecin lui conseillait de se marier et de faire quelque chose, en tout cas de sortir de ce... Voilà. C'est ce qu'ils ont essayé de faire autour. Donc la grand-tante a pris la main et a commencé à chercher. Elle a trouvé mon père. Elle a trouvé votre papa, vous naissez en 48, un an après leur rencontre, et votre prénom est choisi car l'acteur Gérard Philippe était à la mode. Il va influencer votre destin, Gérard Darmon? Je ne sais pas, probablement. Vous êtes devenu acteur, donc oui, on a tendance à oui. penser que peut-être. Peut-être. Et vous choisissez donc une carrière d'acteur. Vous passez votre jeunesse, si je ne me trompe pas, et alors vous pouvez me corriger évidemment, oui. Rue des Artistes, oui. Dans le 14e arrondissement de Paris, oui. près du parc Montsouris. Et quel souvenir vous avez gardé du petit Gérard que vous étiez? Une enfance tout à fait heureuse, baignée dans l'amour, les amours maternels, familiales, paternelles aussi, bien que mon père était plus absent évidemment que ma mère. Les familles méditerranéennes avec cet excès de tout, d'amour, de larmes, de rires, de gifles qui sautent, de savates qui volent, de tout ça, de la famille méditerranéenne type où de bon enfant, où il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais il y avait ce qu'il fallait. Ça faisait pas le bonheur de toute façon. Non, il y avait ce qu'il fallait. Donc j'ai grandi au milieu de tout ça. C'était assez libre en définitive. Je suis fils unique en plus, donc voilà. Et alors, comment vous découvrez votre vocation, Gérard Darmon? Comment ça arrive à vous? Je ne sais pas, quand on me le demande, j'essaie de remonter le plus loin possible, et je me souviens que j'allais beaucoup en colonie de vacances à l'époque. C'est les colonies de l'entreprise où ma mère travaillait, donc j'allais en Bretagne, sur les côtes bretonnes que j'ai connues, entre Dinard, Saint-Briac, Saint-Malo, voilà, Paimpol, tout ça, et Dinan. Et pourquoi ça vous fait sourire? Non, parce que c'était des noms comme ça qui me font Saint-Lunaire, Saint-Briac. Moi, j'étais à Saint-Briac. Et c'est sur la côte Vermeille, et c'est absolument magnifique. Et c'était vraiment ancré en moi, définitivement, quoi. J'y suis retourné après pour promotionner des films à Dinard, ou avec le président du festival, d'ailleurs, du film à Dinard, ou bon, bref. Et là, en colo, j'écrivais des petits sketchs comme ça pour des soirées. On a des soirées de mômes, des soirées, on arrivait. Et puis, voilà, je m'en sortais pas mal. Je déconnais, c'était bien, surtout, ça faisait rire. Pardon. Et... il y avait une histoire, je crois, de Zappy Max, qui tout double. C'est vrai ou pas? Oui, il y avait ça. Il y avait Qui tout double à l'époque. C'était un jeu radiophonique très, très, très suivi, avec cette fameuse question qui tout double, et tout le monde criait qui tout double. Enfin bon, un peu comme le million. Voilà. Et puis ça, le rire m'a choqué, m'a transformé.
j'ai senti une espèce de vague de bonheur, comme ça, de plaisir, d'entendre une espèce de tsunami, comme ça, de rire, qui était... et je me suis senti bien. Donc je me suis dit, j'aimerais bien faire ça tout le temps. Peut-être que ça a commencé là. Ensuite, il y a l'éducation cinématographique. Où j'allais très souvent au cinéma avec mes parents. Et il y a aussi, plus que l'éducation cinématographique, parce que le théâtre n'était pas abordable, hein, c'était pas un loisir de gens... C'était pas un loisir tout court. Bon, c'était pas un loisir, c'était un loisir plutôt cher, quoi. Comme le ski à l'époque et tout ça. Oui, plus que le théâtre, comment dirais-je, le music-hall et la chanson, la musique. Car ma mère travaillait juste en face Bobino, qui est rue de la Gaîté à Paris. Le vrai Bobino, hein, pas celui qui a été déplacé de quelques mètres, le vrai Bobino. Et elle avait une copine qui était Suzanne, qui était l'ouvreuse. Et elle, pour ne pas que je reste dans ses jupes, elle l'embêtait toujours. Elle me confiait à cette Suzanne qui, elle, me prenait par la main, me faisait traverser la rue, m'amenait dans la salle de Bobino. Elle me disait, tiens, tu te mets là, tu t'assois là, tu dis rien du tout. Là. Et elle me mettait tout de suite à l'entrée, là, sur une espèce de strapontin ou de... Et je les ai tous vus. Tous vus. J'ai découvert Brassens. Là, je l'ai vu, je sais pas, 10 fois Brassens, peut-être sur scène. J'avais 11 ans, 12 ans, hein, pas plus. Tous des noms qui ne disent plus rien à personne, comme les Compagnons de la chanson, comme Dario Moreno, comme Barbara, que j'ai vu, Ferrer. Sinatra aussi. Non, pas Bobino. Pas Bobino, mais qui a joué un grand rôle dans votre... C'est beaucoup plus tard, là. C'est beaucoup plus tard. On peut passer de 11 ans à 60 ans direct. Je veux bien qu'on fasse ça. Non, on va pas faire des raccourcis. Donc voilà... non mais c'est important, Salvador, Henri, et la plupart, 2 ou 3 de ces, Marcel Amont, de ces gens-là, sont devenus des amis plus sur le tard. Je pense à Henri Salvador, je pense à Marcel Amont, je pense à plein de gens comme ça qui ont voilà. Aznavour, ça a été un peu plus tard, ça a été à l'Alhambra, et ensuite on est resté amis, et voilà, donc cette éducation-là, musicale, a été très importante pour moi. Vous abandonnez vos études secondaires l'année du bac, vos parents ne s'interposent pas, ce qui vous facilite la tâche, et donc vous décidez de prendre des cours de théâtre, vous revenez à Paris après un petit passage en Israël de 4 mois dans un kibboutz, vous suivez des cours d'art dramatique sous la direction de Bernard Bimon, qui je crois vous a beaucoup marqué, Gérard Darmon. Ah ben, il m'a beaucoup marqué, il m'a marqué à vie, je pense à lui tous les soirs quand je joue, avant de jouer. Ah. J'ai sa photo dans ma loge, oui, parce que c'était un immense pédagogue. Et je pense que pour faire ce métier, pour l'apprentissage de ce métier, il faut être pédagogue. Parce qu'on n'apprend pas en définitive à jouer la comédie. Mais quand on a affaire à un bon pédagogue, c'est un très bon formateur. Et il me disait toujours ce que je te dis là, tu le comprendras quand tu auras 40 ans. Je comprenais pas du tout, ça m'énervait prodigieusement, j'avais 20 ans. Et je me disais, mais intellectuellement, je comprends tout ce qu'il me dit. Pourquoi il me dit tout ça ? Et en fait, j'ai vraiment compris, c'est-à-dire pris à mon compte 20 ans plus tard. Et depuis, c'est une rigueur, une façon d'aborder la scène qui me suivent et me poursuivent et qui m'ont fait progresser, qui me font encore progresser. Je pense à lui, je le salue, d'où il est. Je pense à lui tous les jours. Et vous pensez peut-être aussi à Bakri tous les jours, avec qui vous avez parcouru les cafés-théâtres pendant des années, pendant 10 ans, Gérard Darmon ? Oui, ça c'est autre chose. Jean-Pierre, Bakri, oui, on a démarré ensemble. On a démarré d'ailleurs dans des choses beaucoup plus classiques. On a fait un musée ensemble. C'était Lorenzaccio, et après on est allé au café-théâtre, on a joué un spectacle totalement de fou qui s'appelait Les Catcheuses. Oui, on s'est pas quitté pendant près de 20 ans avec Jean-Pierre. Vous avez été ensuite repéré par Roger Hanin dans la progression de votre vie, qui vous a fait tourner quelques petits rôles au cinéma. Vous allez tourner d'ailleurs dans Le Grand Pardon d'Alexandre Arcadi avec lui en 82. Les aventures de Rabbi Jacob avant cela. Vous êtes l'un des hommes de main de l'espion Fares dans la célèbre scène de l'usine de chewing-gum. Mais votre premier rôle, c'était dans Le Cerveau de Gérard Houry. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, aux côtés de Jean-Paul Belmondo. Et comme toutes les premières fois ont une importance, qu'est-ce que vous avez gardé de celle-ci, Gérard Darmon ?
Écoutez, pardon de vous contredire, mais c'est inexact tout ça. Le cerveau, j'ai rien fait dans le cerveau. Vous n'étiez pas dans le cerveau? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai été quand j'ai fait Rabbi Jacob, je n'étais pas encore acteur. J'étais encore au cours chez Vimont justement, et j'avais déjà une fille. Donc il fallait quand même nourrir, acheter du lait, etc. Bien sûr. Donc Margot Capelier, qui était la Dominique Besnard de l'époque, une petite femme comme ça, bonne femme qui ressemblait à Edith Piaf, qui aimait beaucoup les acteurs, et elle m'aimait beaucoup. Et donc elle m'avait repéré, je ne sais pas où. En tout cas, ma tête lui disait quelque chose, et elle m'a dit, ça t'intéresserait de faire des cinémas? Elle parlait un peu comme ça. Je dis, oui, pour moi, c'était, voilà. Donc, elle me dit, écoute, va voir lui, c'est Gérard Houry, il a besoin c'est 3 jours, c'est rien du tout, mais c'est avec le De Funès. Donc, je suis allé le voir, j'ai été engagé, j'étais déjà content de ça, et puis les 3 jours se sont transformés en 15 parce que... Ah, donc il y a bien eu le cerveau de Gérard Houry. Non, pourquoi vous me parlez? Ah, ok, non, mais je sais pas, j'étais obsédé par le cerveau. Non, je sais pas, j'étais branché sur lui, autant pour moi. Ok, non, je pensais que c'était ça. Okay. Pas du tout, mais je vais aller dans votre sens, je vais vous dire pourquoi. Parce que le cerveau, et vous ne pouvez pas le savoir, parce que personne ne le sait. Non, personne ne le sait. J'ai fait de la figuration dans le cerveau. Nous sommes d'accord. Oui, mais donc il y a eu ce petit, ce qui n'est pas un rôle. Je vous le. Oui, enfin bon, d'accord. Oui, c'est vrai j'ai tendance moi à parler de cette toute première fois. Je vais vous dire pourquoi, Gérard Darmon, où on met le pied à l'étrier. Où certes, on n'est pas forcément. On met pas le pied à l'étrier quand on fait de la figuration. On met le pied dans le système. Ou même pas, non. Ça donne envie. On met le pied dans une espèce de société où on a des codes, où tout à coup, c'est très hiérarchique, et quand vous êtes tout en bas de l'échelle, on vous traite comme de la merde, et quand vous êtes tout en haut, vous êtes la même merde, mais vous êtes célèbre, donc on vous traite autrement. Mais c'est tout. C'est d'ailleurs... C'est quoi votre premier rôle, Gérard Darmon? Votre premier grand rôle? Celui qui vous a donné envie de poursuivre ce métier, qui vous a donné le goût? Non, c'est pas ça c'est pas passé comme ça. Moi, j'étais destiné à faire du théâtre. Moi, je voulais être un acteur de théâtre, un acteur de troupe, avec des ambitions, essayant d'aborder les grands premiers rôles. Point. Un acteur de troupe, ça me convenait très bien. Il y avait cette légende et cette histoire de Jean Vilar et du TNP et tout ça. Ça, c'était mon but. Je pensais pas du tout au cinéma, parce que le cinéma, pour moi, c'était une chose absolument... personne dans ma famille n'a été acteur, personne, j'avais aucun réseau, je connaissais personne, quoi. Vous êtes fait tout seul? Oui, on va dire ça comme ça, ouais. Et donc voilà, c'était ensuite, le Rabbi Jacob arrive, voilà, c'est un épiphénomène qui m'a amusé, j'étais content d'avoir connu De Funès, voilà, et puis les années passent, et puis je continue à faire du théâtre, je commence après avoir été refusé au conservatoire, je commence avec Jean-Michel Ribes, c'était l'âge d'or du café-théâtre, un spectacle qui s'appelait les Fraises musclées, et je fais 4 ou 5 spectacles avec Jean-Michel Ribes, et puis ensuite Roger Hanin, que je rencontre, fait un film, il me propose un rôle pour son truc, je le fais, mais enfin ça n'a aucune incidence sur ma vie d'acteur, je sens que c'est de la côté, ça c'est pas comme ça qu'on fera du cinéma, que je ferai du cinéma. Et puis Besnard, venant me voir justement dans le spectacle avec Bakri, me dit, écoute, il y a un mec qui fait son premier film, il a l'air intéressant et je pense que tu peux l'intéresser, va le voir. Et je vais le voir, et c'est Jean-Jacques Benex. Et Benex, il prépare Diva. Et il me dit, t'as pas de bol, parce que si je t'avais rencontré un tout petit peu plus tôt, je t'aurais proposé un rôle, mais là, je l'ai donné à un mec de la Comédie Française, et j'ai rien d'autre, et franchement, il n'y a rien de très intéressant. Et moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je vais porter l'œil. Je dis, mais il va pas le faire, le mec. Le rôle, je ne sais pas pourquoi, mais il va pas le faire. Et on m'apprend 8 jours après, il me rappelle, il me dit, putain, il s'est cassé la jambe. Bref, donc j'ai fait Diva. J'ai commencé par Diva. Juste avant le Grand Pardon.
Et donc, c'est un des premiers rôles. On va en parler dans un instant, si vous le voulez bien, avec vous, Gérard Darmon. Vous êtes avec nous pour nous parler notamment de votre pièce, une situation délicate dans laquelle vous jouez au théâtre Édouard VII. Dans un instant, on poursuit cette émission avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels qui en disent long également sur vous. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. DKL.fr Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. 15h34 sur Radio J, de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Gérard Darmon, actuellement au théâtre Édouard VII dans la pièce Une situation délicate. On va en parler dans un tout petit instant, Gérard Darmon. Oui. Mais juste avant la pause, on parlait de votre carrière au cinéma, carrière au théâtre que l'on va évoquer grandement, notamment avec Christophe Barbier dans un instant. Donc ce premier film finalement pour vous, Diva de Jean-Jacques Benex, où vous cumulez après énormément de films, Les Princes, vous faites On ne meurt que 2 fois de Jean-Jacques Deray, 37 de le matin. Vous êtes notamment avec Béatrice Dalle. Pour Sacha d'Alexandre Arcadi, vous êtes merveilleux avec Sophie Marceau. Aussi La Lune et le Téton. Plein d'autres films, mais aussi La Cité de la Peur, des Nuls, où vous dansez une fameuse carioca avec Alain Chabat. On se rappelle bien sûr, mais est-ce que c'est à ce moment-là que votre personnage finalement un peu comique se révèle aux yeux du grand public ? Aux yeux du grand public, probablement, oui, pas aux yeux de ceux qui me connaissaient. Non, Voilà. évidemment. Oui, peut-être. En personnage public en tous les cas. Vous allez enchaîner avec le rôle d'Amon Beaufils dans Astérix Mission Cléopâtre, réalisé par Alain Chabat en 2001. Vous faites un carton à ce moment-là. Le film va sortir, la suite qui est faite par Guillaume Canet. Je pense pas que vous jouiez dedans. Je joue pas, mais je suis le narrateur. Vous êtes le narrateur. Voilà. Donc c'est La voix off, c'est moi. La voix off, c'est vous, évidemment. C'est un petit clin d'œil comme ça pour dire que voilà, j'étais dans cette. Et bien, vous restez dans ce film-là qui devrait sortir bientôt et qu'on va se faire le plaisir d'aller voir. Qui est formidable, qui est très bien d'ailleurs. Qui est très bien. Ouais. Bientôt aussi la suite de L'amour c'est mieux que la vie de Claude Lelouch, je crois. Et nous aurons bientôt Claude Lelouch le 7 novembre prochain, l'occasion de vous demander si vous avez quelque chose éventuellement à lui dire par rapport à ce film où vous serez encore une fois ensemble. Et puis ce qui vous avez fait jouer dans de nombreux de ces films, Il y a des jours et des lunes, La belle histoire, tout ça pour ça. Bah, vous savez, je pense avoir tout dit à Claude. Je pense je me suis confié à lui. Il m'a écouté, il s'est confié à moi. Ce sont les fondements de l'amitié, vous voyez. Quand on fait des confidences à quelqu'un, quand on a confiance et quand on peut se permettre d'être familier. C'est les trois fondamentaux pour moi. C'est incroyable. Donc, je vous en prie. Non, je vous en prie, poursuivez. Non, mais j'essaie de répondre à votre question. Et simplement... Voilà, Claude, c'est un amoureux de la vie, c'est un amoureux des gens, donc on a toujours quelque chose à se dire avec Claude, toujours. Voilà, si on parle de la veille, ce qui s'est passé, il y a une distorsion dans la façon dont il regarde ça. C'est un prisme très particulier. Il est le cinéma. Voilà, il est très croyant. Enfin, je pense qu'il a une certaine foi. Il pense au plus grand metteur en scène du monde, qui pour lui est Hachem, c'est comme ça. Et vous savez, lui dire que je l'aime, ça sera une fois de plus. Mais bon, je le lui dis si vous lui transmettez. Et puis je le verrai très probablement bientôt pour fêter ses 85 ans. Au Palais des Congrès, je crois. Ce sera fait, c'est promis. Merci beaucoup, Gérard Darmon. Et puis, bien sûr, on va parler de votre pièce de théâtre, Une situation délicate, Gérard Darmon. Après le Théâtre des Nouveautés, vous officiez désormais au Théâtre Édouard VII dans la pièce de théâtre Une situation délicate, aux côtés de Clotilde Courreau, Max Boublil et Élodie Navarre, adaptée de l'œuvre culte d'Alan Ayckbourn, adaptée par Gérald Sibleras et mise en scène par Ladislas Chola. Racontez-nous l'histoire, Gérard Darmon. Non, je ne vais pas vous raconter l'histoire. C'est un pitch très compliqué à faire et c'est pas très. Je trouve que ça dénature la chose. Si vous voulez, c'est sur des rapports, comment dirais-je, des ressorts comiques plutôt, oui, qu'on connaît plutôt classiques. C'est-à-dire, c'est le quiproquo. Voilà. Et c'est surtout le public qui est en avance d'un dossier sur les acteurs. C'est-à-dire que le public sait et les acteurs ne savent pas. Donc ça nous met en situation, c'est-à-dire que la personne à qui on parle n'est pas celle que l'on croit. Donc, beaucoup de quiproquos, beaucoup de rires. Je pense que vous avez vu le spectacle. Bien sûr, je suis venue vous voir la semaine dernière, mais les auditeurs ne savent pas. Alors, vous savez quoi ?
toute petite courte bande-annonce. On tente. Ah, si vous voulez. On oui, y va, si c'est vous voulez. parti. Je comprends pas pourquoi je peux pas t'accompagner. Tu me présentes, on passe la journée avec eux et c'est tout. Mais c'est mieux si tu viens pas. Je suis sûr qu'ils sont très sympathiques, tes parents. À quelle heure tu passes voir Hélène? Elle est annulée. Tu veux pas y aller quand même? Bonjour. Ah, bonjour. On s'est déjà rencontrés? J'ai pas l'impression, non. Voilà, donc c'est écourté. On a essayé Faut de aimer le théâtre pas pour tout y aller. dire. Pour y aller. Non, en gros, on va la faire très courte. Max Boublil, c'est Nicolas. Il est très amoureux de Julie. Il rêve de l'épouser. Et en gros, elle lui dit qu'elle va aller voir ses parents pour pouvoir en fait rompre avec l'homme avec qui elle a été pendant Bien un sûr. certain temps. Et il s'avère que, il va vouloir avancer avant elle pour aller faire cette demande en mariage à ce qui est censé être ses parents. Voilà. Ce n'est pas vraiment C'est ses exactement parents. ce que je vous dis. C'est-à-dire que les gens ne se parlent, mais ne sont pas ceux à qui on pense qu'ils s'adressent. parler. Voilà. C'est très fort, Gérard Darmon, 1h30 de quiproquo, et on ne s'en lasse pas. C'est un bonheur de venir vous voir, parce que vous êtes magistral. C'est la première de Max Boublil, Oui. Clotilde Courreau, incroyable, et puis Élodie Navarre, que je découvrais moi, en tout Oui, cas oui, pour oui. la première fois, Très, très bonne actrice. qui est une très très Ouais, bonne ouais, actrice. Comment vous avez accepté ce rôle, et est-ce que ce rôle, finalement, on a la sensation qu'il a un peu été écrit pour vous? Non, il n'a pas été écrit Je pour m'en moi, doute, mais moi j'avais très envie de travailler avec Ladislas Cholat, que je considère comme un des meilleurs metteurs en scène français. Il y en a 3 ou 4 comme ça, Jérémy Lippmann, enfin il y a des gens comme ça avec qui on a envie de bosser. Et lui en fait partie. Quand il m'a envoyé ça, je l'ai lu et j'ai trouvé, ça m'a amusé déjà de la lire, donc c'était pas mal. Après il m'a parlé du projet. Bon, le théâtre des nouveautés, je connaissais pas. Le théâtre des nouveautés, c'était un peu particulier au départ. C'était un théâtre très boulevardier. Avant que Michel Bouquet ne vienne y jouer, il y a une quinzaine d'années, Le Roi Sommer de Ionesco. Et puis avant que l'actuel directeur, Pascal Legros, donne une orientation un peu plus, voilà, un peu moins boulevardière voilà. Donc, et ensuite, depuis Arditi, enfin, ils sont beaucoup de grands acteurs, ils sont passés. Et là, actuellement, il y a Josiane Balasco. Donc, voilà. Et puis, j'ai bien aimé ce théâtre. C'était un théâtre de 600 places, comme c'est une espèce de petite bonbonnière. Bref. Et pardon de cette immodestie, mais le succès, je peux même dire le triomphe aidant, on a décidé de reprendre la pièce à Édouard VII, qui est un théâtre plus grand, plus prestigieux. Édouard VII, c'est Édouard VII, quoi. C'est un des plus beaux théâtres de Paris. Et c'est quand même toujours complet. Ah, c'est bourré à la gorge. C'est complet. Je pense qu'on est le spectacle qui, et je le dis, je veux pas trop le dire parce que dans ce métier, il faut pas faire le pan parce que la roue tourne vite. Mais quand ça arrive, moi j'ai souvent été du côté où aussi la salle était à moitié vide ou à moitié pleine, ça dépend de l'optimisme. Et puis, donc là, comme j'hésite pas à dire qu'on est les numéros 1, là, en ce moment. C'est ce qui ne veut rien dire, mais en tout cas, on est le spectacle qui marche le mieux, c'est complet du mardi au dimanche, tout le temps. Voilà. Donc, merci, je touche du bois en vous disant ça. Eh bien, écoutez, en tout cas, le site Tic et Tac indique Gérard Darmon au sommet. C'est vrai, Gérard Darmon, je crois que vous n'avez jamais été autant au sommet que ces dernières années. C'est une observation, peut-être la mienne, je ne sais pas, mais les projets affluent. Est-ce que mûrir ne vous ferait pas du bien ? Oh, mûrir, oui, ça fait du bien, ça cautérise le fait de mûrir aussi. Vous savez, on a eu Enrico Macias, votre ami, il n'y a pas très longtemps, qui est venu nous voir, et il nous a dit, moi, la pièce de théâtre en ce moment que j'ai envie d'aller voir, c'est une situation délicate. Je lui ai dit, mais alors vous y êtes allé? Il m'a dit, c'est tout le temps complet. C'est vrai. Voilà. C'est ce que je viens de vous dire. Il m'a dit, j'ai posé la question à Gérard. Pas, c'est vrai, oui, c'est vrai. Il a eu du mal, et j'ai eu du mal à lui obtenir une place. D'ailleurs, il est toujours pas venu, parce que parfois il change, et puis comme il est dans aux 4 coins du monde à chanter, et que ça me fait plaisir de voir cet ami, c'est comme un frère, Enrico. Je l'appelle jamais Enrico, d'ailleurs je dis toujours Gaston, parce que c'est son nom. C'est son vrai prénom, en effet. Dans cette partie d'émission, Gérard Darmon découvre toute la culture du moment ou d'avant, selon vos goûts, pour découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! Olé! Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre, Gérard Darmon, pour découvrir votre œuvre théâtrale. Bonjour. Ce qui frappe, cher Cyrielle, dans le parcours de Gérard Darmon au théâtre, ce sont 3 tendances fortes, comme les 3 coups d'une carrière qui s'est parfois éloignée du théâtre, mais qui n'a jamais oublié. Première tendance, le contraste.
Côté jardin, Gérard Darmon joue le grand répertoire, Hugo, Shakespeare, Musset, Feydeau. Il joue aussi de grands romanciers, Italo Calvino, Didier Van Kovlart. Côté court, il débute avec une rafale de loufoquerie signée Jean-Michel Ribes. Il joue une pièce de Roger Hanin, une fantaisie de Marc Fayet ou une comédie de Philippe Lelouch. La seconde tendance est l'attachement à la psychologie, tout en nombre de ses personnages. Ils cultivent toujours le non-dit, ils gardent leur distance avec eux-mêmes, ils ne sont jamais dans l'obscène. C'est le cas avec Thalasso, d'Amanda Sters en 2007, ou encore avec Une situation délicate, d'Alan Ayckbourn, qu'il joue avec succès en ce moment depuis plus de 10 mois. Les hommes sont ce qu'ils cachent, disait Mazarin. La troisième tendance est le service des femmes. Amanda Sters, je l'ai dit, mais aussi Eva Darlan, Anna Gavalda ou Cressman Taylor, des femmes aux univers subtils, complexes, riches de souffrances cachées. Y a-t-il matière ici à psychanalyse ? Peut-être, mais plus sûrement la preuve d'une grande sensibilité. Une sensibilité plus grande que ces personnages ne le laisse soupçonner sur leur carapace. Enfin, il y a l'homme des répliques qui font mouche sur les plateaux télé. Contre Edoui Plenel ou pour dire la vérité sur Jean-Luc Godard, cette année, il n'a pas eu besoin d'auteur ni de souffleur. Allez, un seul petit reproche, quelques absences parfois longues entre deux aventures théâtrales. Il est vrai que quand l'on est né un 29 février, jour qui revient tous les 4 ans, on n'a pas la même notion du temps. Et merci beaucoup, Christophe Merci, Barbier. c'est très touchant, très flatteur et très touchant. Une jolie analyse. Et puisqu'on est dans les sentiments, tout de suite, c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Gérard. Bonjour. C'est le moment de la chronique émotion et on va s'intéresser à des artistes que vous aimez ou qui vous ont marqué. On commence tout de suite en musique avec un chanteur que vous vénérez, je crois que le mot n'est pas trop faible, un certain Frank Sinatra. Alors on peut entendre Summer Wind, une chanson que vous écoutiez en cueillant des oranges dans les kibboutz. Frank Sinatra, votre idole qui, vous le dites vous-même, a été capital dans votre vie. Vous le qualifiez d'étoile et de lumière dans votre parcours. Frank Sinatra, l'un des plus grands chanteurs de tous les temps, mais qui aurait bien pu ne jamais se mettre à la musique. Flashback, issu d'une famille d'immigrés italiens, il souffre d'une ouïe déficiente à cause d'un tympan perforé à la naissance. Illettré, il quitte l'école à 15 ans, enchaîne des petits boulots et participe à des combats de boxe. Et puis un jour, sa mère lui offre une radio et là, c'est le déclic. Il veut à tout prix devenir chanteur. Il commence à se produire dans des bars. Et paradoxalement, c'est son handicap, son tympan perforé, qui va booster sa carrière. Nous sommes au début des années 40, les États-Unis viennent d'entrer en guerre et Frank Sinatra est réformé à cause de sa semi-sourdité. Et c'est pendant cette période qu'il connaît ses premiers succès. On connaît tous la suite de l'aventure. Alors Frank Sinatra a un destin exceptionnel et vous aviez eu l'occasion de le rencontrer. C'était en avril 1989 en marge d'une cérémonie de remise de médailles à la mairie de Paris. Et le courant est plutôt bien passé puisqu'il vous a mis la main sur l'épaule et que vous avez dégusté ensemble un petit Jack Daniel. Absolument, et fumé une petite clope aussi ensemble. À l'époque, je fumais. Et puisqu'on est... Oui, alors vous voyez, non, mais simplement pour vous dire que c'est une chose très, très, très importante dans ce métier. Il faut se servir de ses défauts. C'est par les défauts qu'on arrive à... les qualités, elles sont là, mais les défauts, ils sont perceptibles. Et Sinatra, s'il n'avait pas eu ce tympan de travers, eh ben, peut-être qu'il n'aurait pas chanté comme ça. C'était son talon d'Achille. C'est important. Et quel a été le vôtre, Gérard Darmon, dont vous vous êtes servi, justement ? Moi, je suis Achille. Et puisqu'on est dans la rubrique émotion, il y a une chanson qui vous touche particulièrement, Gérard Darmon, et cette chanson, elle est de vous. Oui, alors Gérard Darmon, en plus d'être un brillant acteur, vous êtes aussi un chanteur, un rêve ancien que vous avez réalisé après l'avoir longtemps caressé, oui. Je vous cite. Vous avez sorti plusieurs disques, dont l'album On s'aime en 2008. 3 disques pour être précis. Et dans cet album, donc On s'aime, figure une chanson qui a une place particulière pour vous. Elle s'appelle donc Dans les rues de ma jeunesse. Vous l'avez coécrite avec Marc Lavoine, si je ne me trompe pas. Et Dans les rues de ma jeunesse, c'est une chanson qui vous ressemble, mais pourtant, vous l'avez dit vous-même, c'est celle que vous aviez le moins envie de chanter. Oui, absolument. Vous considériez en effet que les textes de cette chanson étaient trop personnels et qu'il y avait trop de vécu. Vous avez fini par céder. Oui. Et quand on écoute les paroles, on se rend compte en effet que cette chanson, elle est bourrée de nostalgie, un petit peu comme la chanson Mistral gagnant de Renaud. Vous y évoquez les souvenirs de votre jeunesse, la maison de votre enfance, votre chambre, votre papa riant derrière son journal, François, Ben Hur, les westerns, les DS, Brigitte Bardot en Vichy ou encore les pattes d'éléphant de Johnny.
une chanson très personnelle et très nostalgique à la fois. Alors Gérard Darmon, est-ce que vous êtes nostalgique de ce temps-là et pourquoi cette chanson a été si dure à chanter pour vous? Non, je ne veux pas me laisser envahir par la nostalgie parce que c'est très envahissant la nostalgie. Si on s'y met, on s'assoit, on fait plus rien, on devient aquaboniste et c'est terrible. Et pourtant, de temps en temps, ça fait du bien. Comme disait Saint-Exupéry, la nostalgie, c'était un manque de quelque chose, on ne sait pas quoi. C'est ça qui nous rend nostalgique. On est en manque et on ne sait pas de quoi. Donc nostalgique, oui, bon, des événements particuliers, mais je voulais pas la chanter parce que ça correspondait pas trop à ma musique, enfin la musique telle que je trouvais que c'était plus proche du répertoire d'Enrico Macias que j'aime comme un frère. Et d'ailleurs il l'a chanté, il l'a prise et il l'a chanté pendant 1 an ou 2 sur scène, lui tout seul. Je sais pas, il y avait ce côté, oui, cette impudeur de musique que voilà. Mais et puis je me disais, il y a d'autres façons de dire tout ce que tu dis, parce que tout ce que je dis là, c'est la vérité. Hein. C'est les bains publics, tout ça, c'est vrai. J'y allais avec mon père. J'avais une chambre qui était grande comme un placard. Voilà, mais il y a quand même du bonheur là-dessous. Il y a de l'amour, quoi. Il y a de l'amour maternel, il y a de l'amour paternel, il y a de l'amour familial. Il y a une chaîne comme ça humaine qui était voilà. Et c'est pour ça que sous la pression de beaucoup, j'ai cédé, je l'ai chanté. Mais c'est vrai que c'était pas celle que j'avais le plus envie de chanter. On parlait de Frank Sinatra tout à l'heure. Il y a un autre monstre sacré que vous vénérez, Gérard Darmon. Oui, et ce monstre sacré, il s'agit de Gérard Depardieu, un acteur que vous adorez. D'ailleurs, quand on vous interroge sur lui, et c'est sorti parfois remarqué, vous répondez « On ne touche pas au patron ». Si vous me branchez sur Depardieu, vous n'allez pas être déçu. Vous ajoutez « J'adore sa façon de fustiger la connerie. À chaque fois qu'il bastonne les cons, les mecs n'arrivent pas à l'admettre et c'est très jouissif. J'ai une réelle admiration pour lui ». Alors cette admiration, vous l'aviez écrite dans votre livre, Le Dictionnaire de ma vie, sorti en janvier 2019. Et suite à cette publication, Gérard Depardieu, vous avez fait une petite surprise en vous remerciant dans une vidéo à l'occasion de votre anniversaire, qui, on le rappelle, est un 29 février, ce qui vous faisait alors presque 17 ans. Un message qui vous avait beaucoup touché, et puisque nous sommes dans la rubrique émotion, on va en réécouter un petit extrait dans lequel Gérard Depardieu, donc vous souhaitez un bon anniversaire et parler du temps qui passe. Bon anniversaire Gérard. En tout cas, je t'aime énormément. Du haut de tes 17 ans et demi, tu sais, je suis pas plus vieux que toi non plus. Enfin, je dirais même que dans ma tête, je rajeunis et puis que ça me donne encore envie de faire beaucoup de conneries. En tout cas, je t'admire énormément. Le temps nous recherche et nous oublie pas. Mais j'en ai rien à foutre. Et puis, je suis libre et heureux. Et je pense que tu l'es aussi. Voilà. Il a tout est dit, c'est QFD. On termine cette chronique avec une chanteuse que vous auriez aimé rencontrer un jour. Il s'agit de Laïla Ben Sedira, une cantatrice algérienne connue pour ses succès à l'opéra comique dans les années 30. On peut entendre ici Lakmé, son opéra fétiche. Laïla Ben Sedira a disparu en 1982, que vous regrettez de ne jamais avoir rencontré. Et pour cause, cette chanteuse, elle vous fait penser à votre passé, ou plus exactement celui de votre papa, Henri Darmon. Vous en avez parlé dans l'un de vos livres. Dans les années 30, cette cantatrice est venue régulièrement se produire au théâtre municipal, à Oran, en Algérie. Vous n'étiez pas encore né. Et votre père est tombé sous le charme de cette cantatrice. Elle aussi. Et elle aussi. Alors votre père, il adorait chanter à la maison, vous le dites, au grand agacement de votre mère. Et il aurait voulu aller à Paris pour suivre des cours de chant. Ses parents ont malheureusement refusé. Une occasion manquée qu'il a toujours regrettée. Une occasion que vous n'avez pas manqué, Gérard Darmon, avec vos 3 disques. Alors, dans votre jeunesse, quand un acteur voulait devenir chanteur, il était victime d'ostracisme. Vous avez sauté par-dessus la barrière, comme aurait aimé sans doute le faire votre père. J'imagine donc que vous pensez à lui quand vous chantez et que quelque part, il vous accompagne. Ce qui me fait penser à une citation de Gérard Depardieu, et c'est par là que je terminerai. « Je n'ai pas pleuré à la mort de mon père, de ma mère, de Barbara et de Truffaut, car pour moi, tous ces gens que j'ai aimés ne sont pas morts. Ils sont là, sans arrêt, autour de moi. Et nous nous parlons. » Absolument. C'est exactement ce que je vis. Et c'est joliment raconté. Merci beaucoup, Jérôme Boulon. Merci infiniment, merci beaucoup. Tout de suite, c'est le coup de fourchette de Nina Azoulay qui vous mijote aujourd'hui, Gérard Darmon, sur Radio J. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilatée. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour Gérard. Bonjour.
Alors, je suis très contente de vous faire cette chronique, vraiment. Et j'ai envie de vous faire plaisir avec ce coup de fourchette. Je sais combien la cuisine est importante pour vous. Je vais reprendre ce que vous avez dit dans votre livre, Le dictionnaire de ma vie. Vous avez dit que la cuisine représentait le lieu de transmission du lien indéfectible entre votre mère et vous. Oui. Bon, on reste un peu encore dans la chronique émotion là pour l'instant, mais on va démarrer. Bien sûr. Alors, je sais que votre repas kiff, c'est le couscous de votre maman, et plus précisément son couscous au beurre, accompagné du petit lait fermenté maison légèrement aigre. Agrémenté de raisins secs, saupoudré de sucre glace et garni de macroude et de cigares au miel, le tout servi tiède. Est-ce que c'est un kiff ou pas là? Des choses de régime, c'est un grand kiff. Des choses de régime, bien sûr, toujours. C'est connu chez nous. Alors, je pourrais vous servir ce plat, mais j'ai envie de vous en servir un autre. Il y en a plein d'autres, oui. Ouais. Mais il y a un truc qui m'a marqué, moi, pourquoi je vous en sers un autre, c'est parce que comme vous l'avez raconté dans votre livre, votre mère cuisinait très souvent avec votre tante, lors des fêtes, bien sûr. Mais aussi des réunions familiales du dimanche qui vous mettaient l'angoisse. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Non, on a tous cette angoisse du dimanche soir. Moi, d'ailleurs, je me suis lancée dans l'humour pour ça. Hein. Je voulais absolument faire un métier où il n'y a pas d'angoisse du dimanche soir. Voilà. Maintenant, l'angoisse, c'est tous les soirs. Et alors, je reviens à votre tante parce qu'elle vous a sauvé la vie un jour quand vous étiez bébé. Votre poussette avait été accrochée par une voiture et elle a réussi à la rattraper. À me retirer de la poussette. Vous tout seul, ok. Bien sûr, alors que ma mère était affolée. Elle regardait partir la poussette. Ma tante, elle m'a pris dedans et la poussette capara. Oui, c'est vrai que... Voilà. Et donc, justement, pour cette histoire, je vais opter pour un de vos plats préférés, qui est les spaghettis boulettes de votre tante. Ah, ça... C'est quelque chose, apparemment. Ça reste un grand souvenir. On a envie de goûter. Et alors, est-ce que c'est de là que vient votre inspiration italienne, un petit peu algérienne quand même, qu'on retrouve dans vos chansons? Alors, je parle de la chanson que vous avez fait naître dans LOL. Vous ne le savez pas, mais on m'a offert un ADN à faire, vous savez, les petites choses qu'on se met dans les joues, comme ça, qu'on envoie au Texas, et 5-6 semaines après, on a le résultat. Eh bien, quelle a été ma surprise? Alors, évidemment, j'ai 49% de séfarade, tout le bassin médiatique, tout ça. Mais il y a l'Italie. Il y a 25% d'Italie. Waouh, ah oui. 25%. Ah, alors ça, j'étais vraiment... alors après, il y a 9%, tout le bassin, Turquie, Irak, Iran, là. Et 2% de Nigérians. J'ai rien compris. Mais bon, c'est comme ça. Donc, attends, Nina, il y a de l'Italie. Donc, il y a de l'Italie. Donc, on comprend mieux la chanson de LOL, dans LOL qui ressort. Oui, non, vous savez, cette chanson de LOL, c'est une chanson, si vous regardez un peu, vous êtes un peu cinéphile, c'est une chanson qu'il y a dans Le Parrain. C'est une chanson qu'il y a dans le mariage du pays. Ils l'ont retrouvée depuis, parce qu'ils ont fait des recherches. Okay. Alors, personne ne m'a accusé de plagiat, parce que, bon, franchement, ça n'était pas un. Mais l'air et tout ça, c'était au tout début, la première scène du Parrain, du mariage. Il y a un vieux, à un moment donné, qui se lève et qui chante sur scène avec la mère, et c'est ça qu'il chante. Okay, avec un autre texte, d'autres paroles. Dont vous vous souvenez aussi, Gérard Darmon? Non, pas du tout. On vous aurait fait chanter, on avait la guitare. Non. Paroles italiennes. Enfin, après, c'était un italien un petit peu approximatif que vous avez fait. Oui, quand on parle de mozzarella et de spaghettina et de salsa tomata, oui, c'est un peu approximatif. C'est un peu comme le copain qui va tous les ans en Italie, tous les étés, et qui croit qu'il sait parler italien. À chaque fois, il dit je commande moi le resto. Mon père est comme ça. Moi, j'ai parlé italien parce que j'ai vécu à Rome un peu quand j'ai tourné Onassis et Calas. J'ai vécu à peu près 6 mois à Rome. Donc, je parlais au bout du 3e mois, je commençais à parler vraiment italien. Ouais. Je prenais l'avion, j'arrivais à Paris, j'oubliais tout. Je ne savais plus. Il n'y a que là-bas que j'arrivais à parler. C'est bizarre. C'est souvent quand on va dans le sud, on a l'accent qui ressort, et quand on remonte, c'est fini. Donc voilà. C'est vrai. Alors, vous avez gagné l'émission. Vous avez réussi à garder un sérieux incroyable. C'est un peu votre nature d'être un peu sérieux, décontracté. En fait, le seul qui peut vraiment vous faire rire, dites-moi si je me trompe, c'est votre fils Jules quand il imite Benoît Pedretti, c'est ça? Oui, c'est vrai. C'est dingue. Moi, j'ai mes petites sauts. On a envie d'avoir un petit bout d'imitation. Vous savez le faire, vous, Benoît Pedretti, l'ancien joueur de foot? Je sais pas ce qu'il fait. Il fait un truc comme ça, mais ça me fait rire. Parce qu'un jour, on l'a vu, je sais pas s'il devait y avoir un mauvais angle. Je sais qu'il avait un groin à la place du nez. Donc c'est parti sur... et puis voilà, depuis... Ok, on peut réaliser entre vous. Si jamais par hasard il écoute ces missions, on le salue, mais sur ce grand joueur de foot que ça a été. On l'embrasse, Benoît Pedretti. Moi, je me serais pas permise de rivaliser avec votre fils sur l'imitation. Par contre, je vais me permettre de rivaliser avec Jams.
Parce que je sais que depuis 15 ans, vous considérez qu'on n'a pas fait mieux dans le rap français. Oui, Enfin, c'est une des meilleures, quoi. Oui, voilà, c'est toujours pareil. Quand vous dites quelque chose, après, moi, vous savez, je vais vous surprendre, mais j'ai beaucoup de vinyles de hip-hop et américains surtout, parce que bon, je comprends pas toujours tout, mais j'aime ce groove-là, j'aime ce flow-là, j'aime bien ça, c'est vrai. Mais Diams, Diams a été quelque chose, ça a été énorme, ça a été franchement. Elle a marqué plein de générations. Bah oui, dites-moi la génération là, Boum Boum là, c'est ça justement, j'allais partir dessus. J'ai repris la chanson de, vu que votre place c'est les spaghettis boulettes, j'ai repris la boulette. Vas-y la boulette, ouais. Voilà, j'ai repris une chanson, mais je l'ai réadaptée pour vous. D'accord. Alors, c'est quand vous voulez, Nina. C'est parti. On envoie la boulette. Allez, c'est parti. Vas-y. Alors c'est pour Gérard, qu'est-ce qu'on rit. Non, je veux pas que tu me serves de whisky, je t'ai pas demandé de doigts. Voilà de la boulette, vas-y la tata, faut sortir les spaghettes. Y'a comme un goût d'enfance quand je repense à Astérix, y'a comme un goût de bœuf quand je te vois sur Netflix, y'a comme un goût de fumée quand tu fais l'aventurier, y'a comme un goût de peur quand je marche dans ta cité. Moi je sais ce qui les pousse à te vouloir partout. T'es un grand acteur, on peut dire que tu te débrouilles toi. Je connais Gérard, je te demande pas si t'aimes Edoui, toi t'aimes Bakri et t'emmerdes Godard, juste parce qu'il trafique l'histoire. Génération Darmon. C'est pas mal ça, non? Bravo Nina Azoulay, merci beaucoup. Je préférais Diams de la Goulette. Diams de la Goulette, évidemment. Mais vous resterez toujours ma Diams de la Goulette, on est d'accord. Merci beaucoup Nina Azoulay. On vous retrouve bien sûr dans plusieurs comédie clubs parisiens. Pour le savoir, rendez-vous sur votre compte Instagram nina.azoulay avec un i. En attendant, sur nos réseaux sociaux, sur Radio J, radioj.fr et toutes les plateformes d'écoute. On se dit à la semaine prochaine. Vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, notre séquence tac au tac, les questions de nos auditeurs et toute la suite de notre émission avec Gérard Darmon actuellement au théâtre Édouard VII dans la pièce Une situation délicate. Restez avec nous, tout de suite on revient sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. 16h06 sur Radio J. Merci de nous avoir rejoints avec mon invité Gérard Darmon aujourd'hui sur Radio J. Tout de suite, on va passer ensemble à la séquence tac au tac avec vous, Gérard Darmon. Le principe, il est simple, 10 questions et 10 réponses courtes en 2-3 mots si on peut. On y va, c'est parti. La recette de l'amour, Gérard Darmon. Il y avait autre chose, j'y reviendrai. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment. L'actualité, et puis ce qui se passe en Israël, c'est beaucoup, voilà. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi? Je sais pas, là, franchement, je sais pas. C'est 3 mots, je sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Un compliment qui vous vient comme ça en tête? Courageux. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un? Ah, mais je vais pas vous le dire. C'est un secret, je le respecte. La plus belle qualité humaine pour vous? Ah, la loyauté, la constance, oui, oui. Vos 3 grands kiffs du moment? En quoi? Plaisir de la vie. Plaisir de jouer déjà, oui. Une pièce qui a un gros succès. La santé de mes enfants, et puis la vie. Moi, je suis dans une tranche d'âge maintenant où j'apprécie toutes les minutes et les journées qui passent, etc. Ouais, je suis en roue libre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Parfois c'est vrai, puis parfois c'est un peu moins vrai, parfois je cale un peu, mais bon, voilà. Mais vous repartez. Oui. Votre surnom, Gérard Darmon? Mon surnom? Oui. GG. GG. Votre philosophie de vie? Cool. Ouais, on va dire ça, on va dire cool, mais c'est pas exactement ça. C'est presque ça. Votre prochain rêve à accomplir? Moi, je me laisse bercer. Je suis un peu comme le bouchon de liège dans la rivière. Je vais d'une rive à l'autre, je m'arrête à un caillou, puis tout d'un coup, je fais 200 mètres à toute vitesse. Je ne sais pas, moi j'ai la chance de faire un métier où je peux être président du monde pendant tout un film, et puis après un clodo, et puis après un grand chirurgien, et puis après rien du tout. Puis après, enfin, donc c'est voilà. La recette de l'amour, Gérard Darmon? La recette de l'amour, je ne sais pas, c'est ce que je vous ai dit, c'est probablement la loyauté, la confiance, on va dire. Le dernier mot que vous aimeriez prononcer pour terminer? Au revoir.
Notre émission continue, mais on ne se quitte pas avec nos auditeurs qui vous interrogent désormais sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et cette première question est pour vous, Gérard Darmon. Est-ce que vous avez pensé à faire votre alia? C'est Jeannette qui vous pose cette question-là. J'ai pensé, vous savez, quand j'avais 20 ans, 17-18 ans, j'ai travaillé au kibbutz en Israël, mais bon, je sentais que c'était pas ma vie. J'ai adoré cette période. Le kibbutz était très important à l'époque, économiquement pour le pays, c'était très important. Mais bon, je sentais que c'était pas ma vie. J'étais pas fait pour me lever à 3h du matin pour aller faire le loul, la cueillette des poires, le coton. Mais j'aimais bien comme cette organisation de vie, puis je trouvais cet idéal absolument magnifique avec mes yeux de 18 ans, bien sûr. Donc voilà. Une question de Anna. A priori, vous avez été naturalisé marocain. Pourquoi ce choix, Gérard Darmon? Parce que mes arrière-grands-parents étaient marocains, venaient de Tétouan. C'est pas vous que je le dis, hein, voilà. J'ai eu la chance de rencontrer des personnalités marocaines qui ont fait en sorte qu'un jour le roi m'a proposé de m'accorder cette nationalité, qui est vraiment un signe tout à fait distinctif et très très rare, extrêmement. Donc je pouvais pas le refuser. Il a fallu que je fasse une lettre de motivation. J'ai fait ma lettre en démarrant par Sire. Puis j'ai posé le stylo parce que je me suis rendu compte quand même qu'on n'avait pas l'occasion souvent d'écrire à un roi. Et puis je l'ai bien tourné apparemment puisque ça m'a été accepté. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une troisième question. Est-ce que vous allez suivre la Coupe du Monde au Qatar, Gérard Darmon? Oui. C'est une question qu'on nous a posée ici et qu'on m'a dit il faut absolument que je lui pose la question. Oui, non, mais je ne vais pas faire partie de ceux qui hurlent au loup à un mois, 3 semaines. Ah non, mais ça vous appartient. Ça fait 10 ans qu'on sait que le Qatar va... Bon, alors après, il faut remonter pour savoir pourquoi, comment. Oui, vous croyez que ça va leur faire, ça va leur bouger une, pardon de cette expression un peu triviale que Gérard Darmon ne regarde pas. Ah ben non, j'ai boudé, je ne regarderai pas un match. S'en foutent, que la Coupe du Monde, elle va avoir lieu. Et puis voilà, je trouve ça toujours très, très pénible, cette espèce de prise de conscience au dernier moment. Donc ça nous met vous voyez, que la mairie de Paris décide de ne pas mettre d'écran géant. Ok, mais alors à ce moment-là, il faut être cohérent et il faut plus venir au match. Moi, si je ne vois plus la maire de Paris au Parc des Princes, ce qui est le cas, très souvent lié, ok. Mais et en plus, je dis ça parce que j'ai beaucoup de respect en plus pour Anne Hidalgo, donc contrairement à beaucoup de monde. Mais il faut être cohérent, quoi. Ça suffit, les petites polémiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... D'abord, moi, je voudrais vérifier... Enfin, je remets pas attention, je ne veux pas être révisionniste. Hein, je pèse mes mots et je sais à quelle radio je parle là. Et je sais ce que le Qatar fait et pour très peu et contre beaucoup Israël. Beaucoup, y compris... Oui. Les réseaux, enfin bon, je ne veux pas rentrer dans la politique. Donc je le sais, en même temps, moi je suis parisien, je suis amateur de foot, ils arrivent, ils injectent tellement d'argent que tout d'un coup, il y a un rêve absolument qui se réalise. Je vais au parc, je regarde les matchs, je suis content, je suis pas content, c'est tout à fait personnel. Je ne dis pas que le Qatar est un exemple de vie. Après, on me dit, oui, mais il y a eu 6000 morts, il y a eu tout ça. Bon, déjà, ces infos-là, elles commencent à être un peu détricotées. C'est-à-dire qu'on se dit, attendez, c'est pas 6000. Bon, mais même s'il y en a un, c'est un de trop. Oui, on marche sur la tête. D'accord, c'est vrai, il a raison, Alain Don, quand il dit on organise des Jeux Olympiques d'hiver dans un pays où il n'y a pas de neige. D'accord, la Chine. On y va, tout le monde y va, c'est la Chine. Tout le monde a fermé sa gueule, c'est la Chine. Et on organise des Jeux Olympiques dans un pays où ils vont, sur le plan écologique, c'est une catastrophe, c'est une tragédie, où ils vont réfrigérer les stades. Vous vous rendrez compte de cette ineptie, de cette bêtise crasse que c'est de faire ça. Bon, d'accord, mais elle a lieu dans 2 semaines. Ça fait 10 ans qu'on sait qu'elle va avoir lieu. Il faut se mobiliser au moment de la remise. Et le prochain organisateur sera le Qatar. À partir de la minute qui suit,
Là, on défile, là, on gueule, là, on pousse. À ce moment-là, on prend des décisions. Pas une fois que tout est fait, que tout est... Voilà, ça sert à rien, sinon de dire qu'une fois de plus, les Français sont râleurs et que si et que là, voilà. Merci beaucoup Gérard Darmon d'avoir répondu à nos auditeurs. N'hésitez pas bien sûr à nous contacter tous les jours du lundi au jeudi pour questionner notre invité au 01 53 75 26 26. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et tout de suite sur Radio J, on passe au coup de cœur du jour. Et une question d'abord pour vous, Gérard Darmon. Est-ce que vous auriez voulu... On est d'accord. Est-ce que vous auriez voulu faire du stand-up ou un one-man show ? Non, parce que probablement on me l'a proposé, mais ce que je vais faire probablement, après cette pièce et peut-être l'année prochaine, c'est que j'ai écrit un seul en scène. Ah. Oui. On y vient. Eh bien, écoutez, je suis ravie de cette information parce qu'on va découvrir quelqu'un qui fait ça très bien. Un coup de cœur en direct, c'est Tania Dutel. Bonjour Tania. Bonjour. Un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour parler de votre spectacle qui s'appelle Les Autres. Ouais. C'est à partir de demain. Ouais. Donc, vous jouez à la Nouvelle Ève à Paris tous les jeudis, vendredis et samedis. Ce sera à 21h jusqu'au 23 décembre. Vous serez ensuite en tournée dans toute la France et c'est déjà votre 3e spectacle. Oui, c'est ça. Alors, de quoi va parler celui-ci ? De quoi va parler celui-ci ? Il parle déjà, puisque je l'ai écrit il y a déjà un petit moment. C'est surtout par rapport au fait qu'on vit par rapport au regard des autres. Donc, je parle de beaucoup d'anecdotes personnelles, mais qui sont toujours liées aux autres. Eh bien, on va écouter tout de suite un petit extrait. On dépend vraiment du regard des autres qui nous jugent tout le temps. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Les autres nous jugent. Si jamais il y a des gens dans la salle qui disent non, franchement, moi je vis pour moi, je vis pas pour les autres, très bien, je vais te poser une question qui va parler à tout le monde. Est-ce que quand tu te retiens de péter, c'est pour toi ou pour les autres ? Que tu te fais mal au ventre ? Et qu'à un moment, tu te dis « Excusez-moi, je vais aux toilettes » alors que tu n'as pas envie d'aller aux toilettes, tu vas juste péter. Pour qu'est-ce que tu fais ça ? C'est clairement pour les autres, c'est pas pour toi. Moi, ma vie, elle dépend tellement du regard des autres que j'ai fait de la chirurgie esthétique. Si j'ai fait de la chirurgie esthétique, qui dit non ? C'est toi ? Eh ben, j'ai fait de la chirurgie esthétique à cause des autres. Bah si. De quoi ? J'ai toujours pas entendu. Mais merci. Mais parce que j'ai fait de la chirurgie esthétique. Voilà votre spectacle, j'ai pu le visionner, j'ai pu le voir parce que venir vous voir avant l'heure c'était pas possible. Ouais. Donc merci beaucoup Tania Dutel. Vous parlez de beaucoup de sujets très importants pour les femmes. C'est un spectacle assez intimiste je crois, interdit au moins de 16 ans. Déconseillé au moins de 16 ans pour pas avoir de plainte des parents. Hein, c'est ça, c'est ça. Vous parlez de chirurgie esthétique, on vient de l'entendre, de problèmes de poids, la vie de rêve, la vie rêvée même, du regard d'autrui sur le corps, la taille, les mollets, l'orientation sexuelle. Et surtout, je voulais quand même m'arrêter là-dessus avec vous parce que c'est un grand moment dans votre spectacle, plein de courage. On en a parlé avec Gérard Darmon, la force du courage. Vous parlez aussi de la sidération face à l'agression sexuelle ou au harcèlement même sexuel que l'on peut aussi consentir malgré soi. Oui, bah effectivement, puisque dedans je raconte une anecdote qui m'est arrivée, comme vous l'avez entendu dans le spectacle, avec un humoriste qui m'a forcé à coucher avec lui. Et donc où j'étais dans cet état de sidération et j'avais 25 ans, c'était il y a plusieurs années. Je m'en suis rendu compte plus tard et c'est difficile d'en parler parce que quand je raconte cette histoire, il y a des gens pour qui c'est pas quelque chose d'anormal. C'est juste moi qui savais pas trop à ce moment-là. C'est compliqué effectivement de parler de ça, ouais. Et c'est compliqué de trouver la limite à un moment donné, comme vous l'expliquez dans votre spectacle, dans le regard des gens. Certains pensent que là, vous étiez d'accord, alors quand finalement vous n'étiez pas d'accord, vous vous sentez forcé. Vous mettez vraiment très bien ça en lumière pour que les gens puissent comprendre ce que vous avez vécu et comment vous êtes senti obligé d'y aller, bien que vous y soyez allé finalement de vous-même, mais avec cette pesanteur sur vous. Oui, c'est ça, c'est que j'ai plutôt parlé de la manipulation psychologique plutôt que... Parce qu'on a trop l'image du viol où ça va être dans l'agression la nuit par un homme qu'on ne connaît pas, sauf que dans les faits, plus de 80% c'est par des hommes que nous connaissons. Donc je parle de cette manipulation justement que les hommes exercent des fois sur nous pour arriver à leur fin. Et vous essayez encore une fois de rendre ça drôle. J'ai 12 ans, je suis à table avec ma famille et d'un coup ma mère se lève de table et elle nous dit « Bon, avec votre père on a réfléchi. » Je regarde mon père, il sait pas de quoi elle va parler. Mais il dit oui. Tu sais, parce que mon père, il est comme tous les pères. Il sait à l'intonation de la voix de ma mère s'il faut dire oui ou non. Tu veux du pain ? Il dit oui, normal. Tu veux du pain ?
Il sait que s'il dit oui, je le prends dans la gueule. Donc, avec votre père, on a réfléchi et on a décidé que si une de vous, donc ma sœur et moi, hein, pas mes 2 frères, si une de vous se faisait violer, ok, à la sortie du tribunal, on allait tuer le violeur. Il y a des gens ici qui ont déjà réfléchi au viol de leur enfant et qui ont ensuite élaboré un plan d'attaque. Et moi, je vous confirme, j'ai regardé la tête de mon père, il savait pas de quoi elle allait parler. Hein. Et donc, moi, je me suis retrouvée avec 2 responsabilités sur les épaules. Je dis d'accord, donc peut-être qu'un jour, je vais me faire violer, j'y ai pas pensé. Et si ça arrive, mes parents vont finir leur vie en prison. Je vous parle d'une maman qui n'a jamais parlé des règles à ses 2 filles. Jamais. Ça veut dire que ma mère, dans sa tête, elle s'est dit non, mais les viols, c'est quand même beaucoup plus fréquent que les règles. Voilà, je trouvais que c'était important de diffuser cet extrait parce qu'on est plus que jamais dans l'actualité. Finalement, j'ai envie de vous dire, Tania Dutel, quand on regarde l'affaire Lola et les conséquences derrière, les réactions, notamment quand on voit Cyril Hanouna qui réagit aussi derrière en disant il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser ça comme ça, on veut que la justice passe plus vite. Vous soulevez ces questions différemment, mais vous les soulevez aussi en disant qu'est-ce que nous, en tant que parents, on aurait fait. Là, c'est une petite partie sur mes parents parce que c'est effectivement arrivé quand on était à table que ma mère se lève pour nous dire ça. Après, j'en parle plus loin dans mon spectacle de ce qui, moi, m'est arrivé. Je sais pas vraiment quoi répondre. J'essaye surtout de faire prendre conscience aux gens qu'il faut qu'on croie un petit peu plus les femmes quand elles parlent parce que il se passe pas grand-chose et il y a trop de soutien qui est apporté aux gens. Quand il y a l'affaire Harry Habitant l'année dernière, je suis allée voir sur les réseaux et tout le monde lui disait on te croit, et en fait c'est des gens qui l'ont vu dans une série, ils se sont dit il est drôle, on l'aime bien, on le croit, et c'est pas possible en fait de croire quelqu'un juste parce qu'on l'a vu dans une série et qu'on l'a trouvé drôle, c'est pas possible. Est-ce que c'est un spectacle aux allures d'édito, Tania Dutel, parce que je sais aussi que vous officiez sur une autre radio le matin, avec quelques chroniques. C'est une forme d'édito, finalement, où vous donnez une prise de parole, c'est une prise de position, quelque part? Alors, la radio, je suis sur France Inter, j'ai des thèmes imposés, donc c'est pas... je choisis pas... Vous choisissez pas, mais il y a quand même ce côté un petit peu, je donne mon avis? J'essaye de le faire. J'essaye de le faire parce que je trouve que c'est important de donner notre avis, mais en restant dans la bienveillance. Moi, je veux jamais que les gens se sentent attaqués dans ce que je raconte, mais j'essaye effectivement de donner mon avis sur des sujets, oui. En tout cas, votre spectacle, il faut venir le voir, Tania Dutel. On peut le retrouver, alors je le disais tout à l'heure, c'est à la Nouvelle Ève à partir de demain à Paris, tous les jeudis, vendredis, samedis à 21h jusqu'au 23 décembre et en tournée dans toute la France avec des sujets forts, des sujets où on se marre énormément. Le public est avec vous, en tout cas, il vous soutient, on le voit bien. Et on vous souhaite une très très bonne chance dans cette continuité en spectacle. Merci on viendra beaucoup. vous voir, Tour Radio Avec J viendra plaisir. vous voir. Merci beaucoup Merci. d'avoir été avec nous sur notre antenne. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, nous avons pour habitude, Gérard Darmon, de débriefer ces minutes passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Bonjour Gérard, j'ai mis une veste tellement je suis honoré de Oui. vous rencontrer C'est bien, aujourd'hui. ouais, c'est bien. Alors d'abord, j'ai trouvé cette citation de Lorenzaccio, trouver sur les lèvres d'un homme et d'un honnête homme ce qu'on a soi-même dans le cœur, c'est finalement le plus grand des bonheurs. Et ça, vraiment, j'aimerais vous le dédier, parce que vous dites les choses pour de bon, on va dire. Merci. Alors, je vous écoute depuis le début, et je dois dire que vous dépeignez parfaitement bien les tableaux de votre vie. On s'y croirait. Je sais que le plus grand metteur en scène du monde, c'est Dieu, mais vous n'êtes pas mal non plus en la matière. Il y a d'abord le tableau de l'enfance, baigné dans cette Méditerranée maternelle, avec les gifles, les savates qui volent, ce fils unique choyé qui a peut-être la loyauté et la constance déjà en bandoulière. Il y a ensuite ce Paris des années 50, le tableau que nous pourrions appeler, dites-moi si je me trompe, sur le strapontin de Bobino, pourquoi oui, pas des années 60 plutôt. Des années 50 d'abord, non Oui. 48, 50, vous aviez... Oui, enfin j'ai 2 ans, donc les années 50, c'est de 50 à 59. Brassens, oui, d'accord. Ah, voilà, oui, c'est dans la ce fin sens-là. des années 50 pour oui, être... fête des années 50, voilà. Brassens. On fait mich-mich, allez. Voilà, on fait mich-mich, Ok. allez. Salvador, Brassens, Barbara, d'autres figures aujourd'hui tombées dans l'oubli, mais autrefois glorifiées, comme vous le disiez. Bien sûr. Vous disiez, vous transmettent ce que je qualifierais d'éducation
scénique. Alors l'éducation scénique, qu'est-ce que c'est à votre avis? En vous écoutant, je le retranscris. C'est peut-être une rigueur teintée de passion qui distingue les grands des petits. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est bien. Je me fie toujours des phrases où, à la fin, on opine un peu du chef en disant c'est beau. Ah non, mais justement, vous pouvez me dire que vous n'êtes pas d'accord ici. C'est ça le luxe. Oui. Non, mais je ne l'ai pas assez bien, suffisamment assimilé tout de suite. J'étais tout à ce que j'allais vous dire. Donc c'est idiot, j'ai pas écouté. Bon. Pardon. Il faut peut-être la redire. Joseph Agostini. Alors, la rigueur teintée de passion qui distingue les grands des petits. Vous nous avez beaucoup parlé de cette rigueur qui fait la différence. C'est gentil, mais enfin, je ne vais pas non plus approuver parce que c'est assez immodeste ce truc que mais je vous parlais aussi de la rigueur des autres que vous admirez. Très bien, oui, absolument. Absolument. Ce sont des exemples. Oui. Alors, j'étais destiné à faire du théâtre, nous avez aussi dit tout à l'heure. Il me semble que nous pouvons invoquer le destin, l'amour de la vocation, car l'amour, nous crie Lelouch, c'est mieux que la vie. Et je me disais en vous écoutant qu'il n'y a que le destin qui tienne en matière d'existence, l'envie de vouloir faire quelque chose contre vents et marées, sinon Dieu que la vie est tiède. Absolument. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Alors cette rue des artistes, on dirait que vous ne l'avez jamais quittée, cette famille méditerranéenne non plus. Le monde est petit, pour qui a des amitiés fidèles, des convictions trempées, pour qui n'a pas peur de l'ouvrir pour crier sa colère face au monde, pour défendre ses opinions coûte que coûte, quitte à perdre les faux amis sur les bords de la route. Je me disais aussi que vous avez dû beaucoup en perdre des faux amis, vous. Oui, beaucoup. Moi, j'ai eu cette espèce de casserole où je me fâchais avec la moitié de Paris, comme si Paris était le centre du monde. En réalité, c'est le centre de leur nombril, à ceux qui m'accusent de ça. Oui, voilà. Oui, effectivement, oui. Mais les amis avec qui vous vous fâchez sont en définitive pas des amis. Oui, en fait, ils n'ont jamais été. On peut se prendre des vestes, des amis, des faux amis. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure. Alors, la cuisine est le lieu de transmission entre cette mère tant aimée et vous. Et je dirais que le théâtre, cette salle rouge et or, si chaude, si habitée par les âmes, c'est un autre lieu de transmission, un autre espace, tout aussi indispensable pour l'acteur, pour l'homme, pour cette voix grave, posée, interpellante qui nous accompagne dans nos irrévérences depuis tant d'années. N'est-ce pas ? Oui, bien sûr, mais c'est très beau ce que vous dites. Franchement, vous êtes content de partager mon irrévérence et celle de tout le monde ici? Ah, tout à fait. Tout ce qui est irrévérencieux me convient, à condition qu'il y ait quelque chose derrière de vrai, qui a un peu de lumière, de folie. Bien sûr, c'est irrévérencieux pour être irrévérencieux, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est jamais pour rien avec vous. J'aime beaucoup ce que j'ai entendu tout à l'heure de Tania. Oui. Et moi, je tiens à saluer ce genre de performance. J'ai toujours été admiratif de ceux ou celles qui font des one-man comme ça. C'est très compliqué, très difficile. Et c'est toujours pareil, quand vous avez le crédit, vous levez un sourcil et 2000 personnes rient. Quand vous n'avez pas le crédit, quand vous êtes sur le point 2, il faut y aller, il faut ramer, il faut taper, il faut cartonner. C'est pour ça qu'après, quand les choses arrivent, parfois ça bascule dans l'odieux, parce qu'on a tellement le seul petit bémol, c'est par rapport, j'ai pas très bien compris par rapport à Harry, habitant. Ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire ce qu'il dit, c'est quoi ? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai voulu dire, c'est que quand je suis allée voir sur les réseaux, déjà, il y a Bernard Montiel qui a pris sa défense dans TPMP. Oui. Je trouve qu'il ne l'a pas fait de la meilleure des manières. Oui. Et que sur les réseaux, tous les gens lui disent « on te croit ». Sans avoir écouté déjà ce qui s'était passé. La présomption d'innocence pour l'un ou pour l'autre. C'est ça que je disais. Oui, d'accord. Que vous avez voulu mettre en lumière. Oui. Merci beaucoup Tania Dutel d'avoir été notre coup de cœur sur Radio J. Merci à vous Gérard Darmon. C'est moi qui vous remercie. C'était 1h30 très agréable, avec plein d'amour, Je ne sais pas si je suis très très vieux. C'est une émission que nous faisons de la même manière pour tous les invités, tous les jours, du lundi au jeudi. Donc ça donne la sensation de voir le miroir de votre vie. Tout mon propos. Mais bon, c'est pas grave. Si vous le faites pour tout le monde. C'est promis. On fait exactement de la même manière pour faire découvrir les invités ou redécouvrir les invités sous toutes les coutures à nos auditeurs. Merci beaucoup. Il en reste encore quelques-unes de coutures. Il en reste encore un petit peu.
Eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Gérard Darmon, avec bonheur, avec joie. En attendant, eh bien, on va venir vous voir au Théâtre Édouard VII, dans la pièce Une situation délicate qui cartonne. Merci encore pour cet échange. Un cadeau avant de se dire au revoir. Pour vous, de Wesley Felous, un tableau à votre image que l'on vous offre de la part de Radio J. Ah oui, pourquoi pas, burger. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à l'humoriste Tania Dutel, encore une fois, d'avoir été mon coup de cœur sur Radio J, à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud et puis Clément. Et on se donne bien sûr rendez-vous demain sur l'antenne de Radio J. Diane Bismuth, merci pour l'aide à la préparation de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec Michel Sumès. En attendant ce soir à 21h, ne manquez pas le grand entretien de Radio J présenté par Monique Ayoun avec son invité Emmanuel Mouret, suivi du Festival Oriental présenté par Avner Azoulay.